Bonsoir, soyez les bienvenus dans Match après Match, la troisième mi-temps de Blue Sport, 45 minutes durant laquelle nous allons nous consacrer à l'actualité du football avec cette annonce faite par la Swiss Football League en milieu de semaine suite aux incidents qui ont émaillé le football suisse. Eh bien, il est envisagé de fermer le secteur visiteur. Bonne ou mauvaise idée? L'actualité, c'est également le 6e match sans victoire pour le Servette FC et le Lausanne Sport qui, après un tiers de notre championnat, est toujours lanterne rouge. Et enfin, nous teaserons les prochaines rencontres de Ligue des Champions avec le déplacement de Young Boys en terre espagnole. IB va y affronter Villarreal et le Barça qui est en danger sur fond de crise. Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Mike Perez autour de la table. Bonsoir Mike, bienvenue. Bonsoir. Jérémy Manière, consultant Blue Sport. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Alain. Et special guest, oui ça sonne mieux en anglais qu'en français, Cédric Cessiger. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Joueur des Young Boys qui préférerait être sur la pelouse que sur notre plateau pour répondre aux éternelles questions des journalistes qui sont toujours les mêmes. Une déclaration à faire à la corporation en guise d'ouverture pour vous accueillir ce soir? Non, pour l'instant, ça va très bien. on en parlait. On aime les interviews qui sont un peu légers, donc c'était une bonne idée de venir ici. C'est vrai que ça nous permet aussi de s'arrêter plus longuement. On va profiter de votre présence pour parler du déplacement de vos coéquipiers en Espagne. Mais tout d'abord, donnez-nous de vos nouvelles parce que vous êtes blessé au pied contre Zurich. Vous avez serré les dents, vous avez enchaîné contre Manchester, enchaîné en Coupe Suisse. Puis le verdict est tombé, blessure à l'os du pied. Comment allez-vous et comment vivez-vous cette période? Je pense que c'est une situation compliquée pour moi d'apprendre qu'on est blessé quand on peut jouer la Ligue des Champions. Donc je pense que c'était un moment dur pour moi, mais je me sens mieux. Le pied il va bien, je peux gentiment recommencer les entraînements. Donc je m'attends vraiment à ça. Ouais. Jérémy Manière, une blessure dans une carrière professionnelle, ça tombe jamais très bien. Mais là, il venait d'être appelé en équipe A par Murat Yakin. Il y avait d'innombrables matchs de Ligue des Champions. Quel regard vous portez sur la trajectoire de Cédric Cessiger? C'est vrai qu'en l'occurrence, cette blessure, elle tombe mal, mais c'est un jeune joueur qui était en pleine forme au moment où il s'est blessé. IB a actuellement pour moi des problèmes défensifs, donc je pense qu'aussi son absence se fait sentir et il va naturellement retrouver sa place et puis remontrer ses excellentes performances du début de saison en équipe de Suisse et avec son club bernois. Avec ce but, il a une place particulière, hein, Cédric, je suppose. Ouais, surtout que j'ai pu aider l'équipe à pouvoir nous qualifier pour la Ligue des Champions. C'était un grand moment dans ma carrière personnelle. Et puis je pense ma famille aussi, elle a vécu ce moment avec moi. C'était vraiment des journées exceptionnelles et puis ouais, ça a fait plaisir. En tout cas, on sent que l'entourage compte beaucoup pour vous. Je crois qu'on a une preuve en images. Ouais, maman, je t'aime. On a travaillé beaucoup pour ça et puis maintenant on y est. Je t'aime beaucoup, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, merci vraiment. C'est génial parce que nous aussi, on aime ces réponses qui sortent de l'ordinaire. Alors, c'était juste après la qualification en Ligue des Champions, l'entourage dans une carrière de jeune joueur. Oui, je dois dire, la question, elle n'était pas très simple parce que c'était vraiment un beau moment pour moi. Je venais d'avoir des larmes qui coulaient sur le terrain avec l'équipe. C'était un grand moment pour moi. Donc, ouais, j'étais un peu surpris de la question à l'interview, mais voilà, ma famille, c'est quelque chose d'important pour moi. Ils sont toujours derrière moi, ils sont avec moi à quasiment chaque déplacement. Donc, ouais, c'était un moment spécial pour ma famille et moi. Ils se déplacent même quand Cédric joue pas. Ouais, voilà. J'ai appris qu'ils étaient à Bergame et qu'ils seront la semaine prochaine à Villarreal, alors que Cédric ne joue pas. Exactement, ouais. Mike, justement, Cédric Cessiger, pour nous, journalistes, c'est un pur bilingue, un joueur que l'on a suivi. Au début, voilà, il a fallu qu'il fasse sa place et petit à petit, on a vu ce joueur s'imposer, un joueur touchant. Un joueur qu'on n'aimerait pas forcément affronter. Hein.
Non, parce qu'il est grand. C'est toujours la même chose. Quand on les voit sur le terrain, qu'on les voit, des fois après à l'interview, on se rend compte. Puis quand on passe une après-midi avec lui à côté, on se rend compte qu'il est vachement grand. Non, mais voilà, c'est vrai qu'il a un parcours sympa. On l'a suivi, voilà, Xamax, ensuite Getse, maintenant IB, l'équipe de Suisse. Peut-être l'étranger, mais enfin, il faut rester encore un petit moment en Suisse, parce qu'on aime bien avoir des joueurs comme ça. Mais c'est sûr, hein, l'étranger, quand on a 23 ans, qu'on joue dans l'équipe qui est quadruple champion suisse, qu'on se met en évidence en Ligue des Champions, qu'on est appelé par le sélectionneur, c'est dans un coin de votre esprit ? Oui, bien sûr, c'est un but à moi de pouvoir jouer à l'étranger un jour, mais pour l'instant, je veux de nouveau jouer pour IB, être à 100% de mes forces, de me montrer, aussi en Ligue des Champions si possible. Et puis après, voilà, toujours confirmer mes prestations et puis pourquoi pas justement un jour aller à l'étranger. On aime bien pousser l'acquisition un peu plus loin. Il y a un championnat qui... Voilà, si aujourd'hui je vous dis vous pouvez partir où vous voulez, vous avez le talent et l'intérêt du club, vous partez où ? Angleterre, Liverpool. Ah. Je crois que ça va faire plaisir à ça, c'est parce qu'il a côtoyé Stéphane nos consultants et nos producteurs, exactement. Bon, messieurs, l'actualité, en tout cas, bienvenue. Hein, Cédric, c'est vrai qu'on a passé une partie de cet après-midi en votre compagnie, fort agréable. On en a parlé en ouverture d'émission, suite aux incidents de ces dernières semaines, et plus particulièrement lors du derby zurichois. Le comité de la Swiss Football League a émis l'idée, a communiqué à ce titre cette semaine, l'idée de fermer les secteurs visiteurs. Alors aujourd'hui, nous avons voulu en savoir un peu plus. Alors ni la Ligue, ni les clubs ne souhaitent à l'heure actuelle en dire plus. On a l'impression que voilà, il y a eu beaucoup d'émotions dans cette annonce. Fermer le secteur visiteur, bonne ou mauvaise idée ? Je crois qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire que c'est une très très mauvaise idée. Après, en l'occurrence, il s'agit simplement d'une menace. Hein. Ce n'est pas quelque chose encore d'officiel. Moi, j'ai vraiment pris ça comme ça. J'ai vraiment l'impression que la SFL a voulu faire un petit peu peur à tout le monde, notamment aux clubs zurichois qui sont assez coutumés du fait avec ces débordements. Après, moi, c'est une hérésie si on en arrive là. C'est ubuesque de penser à ça parce que dans les parcages visiteurs en Suisse, il y en a peut-être combien ? Allez, au maximum, il y a 800 fans adverses qui se déplacent. Ça arrive de temps en temps, ces débordements, mais si on n'est pas capable de contrôler 2-3 énergumènes par parcage, parce que voilà, il s'agit de débordements et il s'agit de 2-3 personnes en particulier qui créent ces problèmes-là. La majorité des ultras, la majorité des fans font qu'il y a des superbes ambiances dans nos stades et puis qu'on assiste à un championnat attractif cette saison. Donc non, pour moi, c'est une menace et on ne va jamais en arriver là, surtout après 1 an et demi où il n'y a eu aucun spectateur dans les stades à cause du Covid. Le problème, c'est justement de gérer ces 2, 3, 4, peut-être un peu plus énergumènes et c'est des cas isolés, tant mieux. Il y a les images qu'on voit là du Letzigrund, le derby zurichois. Une semaine auparavant, il y avait quand même la visite de Grasshopper à la Tuilière face au Lausanne Sport. Il se trouve que j'y étais en tant que spectateur avec mes enfants. Et c'est vrai que quand on sort du stade et que tout d'un coup on se retrouve, parce que ça c'est un petit peu frictionné, c'est un petit peu chauffé avec les supporters de Getse qui sortaient du stade et puis qui étaient ensuite escortés jusqu'à la gare. Hein, c'est comme ça que c'est prévu. C'est vrai que ça fait un peu peur et on se dit tout d'un coup, waouh, là, est-ce qu'on n'est pas à la limite justement du débordement et puis peut-être du gros problème, quoi. Donc, il y a un problème. Bien sûr qu'on veut que les supporters visiteurs soient là, mais il faut réussir à trouver la solution pour justement bien les encadrer et qu'il n'y ait pas ces... Mais en l'occurrence, ça serait simplement déplacer le problème ailleurs, parce que certes, il y aurait certains spectateurs qui ne se déplaceraient plus, ceux qui s'auto-jugent ultra, parce que être ultra, c'est être en parkage. Mais par contre, il y en aurait d'autres qui viendraient dans les zones famille, dans les tribunes traditionnelles, et puis le problème serait peut-être déplacé à quelque part. Et justement, ces parkages-là, ils sont faits pour que ces supporters soient gérés. Et là, en l'occurrence, si ce n'est plus le cas qu'ils les ferment, les fans saint-gallois viendront à la Tuilière dans des secteurs famille. Mais ce qui s'est passé d'ailleurs, premier match de la saison avec le retour du public, puisque vous donnez l'exemple justement des Saint-Gallois à la Tuilière, ils étaient là. Le secteur visiteur était encore fermé parce que voilà, on ne voulait pas prendre trop de risques. Il y a eu aussi à Tourbillon, un secteur fermé qui est resté longtemps un bon moment. On ne résout pas le problème comme ça. On ne résout malheureusement pas le problème comme ça. Ce n'est pas aussi simple que ça parce que les supporters visiteurs, ils viennent quand même. Puis au final, il y a peut-être encore moins de contrôle si on les laisse en dehors du stade. Cédric, vous êtes sur le terrain.
Ça vous est déjà arrivé, bon, pas l'année passée, puisqu'avec le Covid, vous jouiez dans des stades vides, mais dans votre carrière, d'être perturbé par ce qui se passe justement dans les gradins entre ultras? Bah, quand j'étais au Grasshopper encore, on avait ce match à Lucerne où on a été relégué. Le match avait été arrêté? Donc j'ai vécu ce moment-là et puis c'était pas quelque chose de bien, quoi, parce que le match il a été arrêté à cause des supporters. Donc j'ai quand même vécu, surtout à Getse, j'ai vécu 2-3 matchs où c'était un peu chaud, on va dire. Donc je connais bien la situation. Et puis si justement quand tu es dans les tribunes avec ta famille, avec tes enfants, c'est vrai que le sentiment il est pas très bien quand tu as des supporters qui font un peu des conneries. Ouais. Ben, le problème il est tout de même complexe, hein, messieurs, parce que là on parle de situations qui se sont produites dans les stades. Mais le problème, il est aussi entre la gare et le stade, ou voire même entre le départ du train qui amène les supporters visiteurs. Donc c'est une réflexion globale. Comment mener cette réflexion? Parce que si la Ligue et les clubs ne veulent pas se prononcer, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une volonté, mais on ne sait pas par quel bout empoigner le problème. Pas sûr qu'eux-mêmes aient la solution. Non, justement, c'est pour ça. Ils ont lancé ça cette semaine. Puis comme par hasard, justement, tout d'un coup, ouais, on ne va pas communiquer dans l'immédiat. C'est preuve qu'eux-mêmes sont conscients du problème, mais ils en ont certainement. Mais comment l'attaquer? Parce qu'il y a aussi un soutien politique forcément qui doit soutenir la Ligue et les clubs. Je vous remercie pour la question. Elle n'est vraiment pas cadeau, celle-là, parce que si quelqu'un avait trouvé le problème, la solution... on ne serait sûrement pas là à en discuter. Non, mais je crois que chaque stade et chaque club a ses propres problématiques, hein, en fonction de l'emplacement de la gare, en fonction de ses fans. Donc c'est un peu 10 clubs, 10 situations différentes. Par contre, pour moi, il faut appliquer alors c'est facile à dire, hein, appliquer la tolérance zéro, ça veut tout et rien dire. Il faut être ultra strict, comme avec les engins pyrotechniques, comme c'est un petit peu le cas au hockey, mais au hockey, on sait qu'il y a ces caméras, il y a aussi également le fait que ça soit fermé, donc c'est un petit peu plus simple. J'ai vu une interview du chef de la sécurité de la Ligue de hockey qui disait qu'ils avaient plus ou moins bien éradiqué le problème selon eux, mais ce qui est appliqué au hockey n'est pas forcément applicable au foot, donc j'ai pas de réponse concrète à vous donner, mais tout ce qui est sûr, c'est qu'il faut tolérance zéro et puis interdiction de stade pour ceux qui sont... pour ceux qui posent problème. Ouais. Il y a un amalgame qui se fait avec le billet nominatif. Sion, on a fait l'amère expérience parce que la grande majorité des ultras y est opposée. Mais est-ce que l'un va forcément avec l'autre? Parce que pour avoir un contrôle global des supporters qui se déplacent, c'est d'avoir l'identité finalement de ces supporters. Bah, peut-être que le billet nominatif permettrait déjà au moins de réduire les problèmes, de réduire le risque. Parce que les gens, en sachant qu'ils ont dû décliner leur identité, c'est fiché, donc ils sont un peu plus sous contrôle. Maintenant, est-ce que c'est jouable d'appliquer ce biais nominatif? Alors, vous me direz, si on l'a fait justement pendant quelques matchs, mais en même temps... le problème c'est ça, c'est que du coup, il n'y a pas eu de monde. Est-ce que c'est jouable à grande envergure d'avoir un biais nominatif dans nos infrastructures? Dans d'autres pays, ça se fait aussi. Hein. On peut citer l'Italie. Hein. En Italie, vous allez voir un match, quel qu'il soit, championnat, Ligue des Champions, c'est le nom sur le billet, la pièce d'identité, on scanne, on contrôle, ça ne correspond pas, vous êtes refoulé, puis il n'y a pas de discussion. C'est un peu ce qu'a connu l'Angleterre aussi après cette période des années 90 où il y a eu cette vague d'hooliganisme. Et on voit que l'ambiance en tribune, on a un petit peu pâti. C'est une ambiance très, très différente. Les Anglais vivent le foot. Par contre, il n'y a plus vraiment de COP à proprement parler, quoi. Et puis on a l'impression quand même qu'en Italie, ça n'a pas résolu non plus tous les problèmes. On l'a vécu en accompagnant IB à Bergame, où sortez du stade, c'est pas comme en Suisse, où il y a quelques Robocop qui sont cachés au coin de la tribune. C'est hélicoptère, c'est fourgon, les spectateurs ils sont canalisés avec des lances à incendie. À Berne, c'est un COP juste incroyable. Vous arrivez à vous imaginer vous déplacer sans eux? Souvenez-vous l'ambiance à Old Trafford, par exemple. Première édition de la Ligue des Champions. J'y étais pas encore. Pardon, nous on l'avait vu, c'est vrai. Mais ou même à Bergame. Ouais, en fait non, parce que c'est une partie de nous, quoi. Les supporters, on a envie de leur donner quelque chose en retour quand ils sont dans le stade. Et puis on l'a vécu, comme Jérémy l'a dit, pendant 1 année et demie, on n'avait pas du tout de spectateurs, où on n'avait pas nos fans. Et puis ça, c'est pas beau, c'est pas le foot.
c'est pas comme ça que ça se joue. Donc c'est vrai qu'il manquerait quelque chose si les supporters ils sont pas là, quoi. Je lance une piste parce qu'on sait que tous les clubs sont quasiment quotidiennement, pour pas exagérer, en contact avec les groupes de supporters et leur laissent pas mal d'amplitude parce que les clubs ont besoin de ces groupes de supporters. Est-ce que finalement, l'éradication, on va dire, de ces délinquants qui se faufilent dans ces ultras ne passerait pas par une plus grande responsabilité donnée à ces groupes de supporters? Une piste comme ça. Ouais, mais le problème qu'il y a, c'est que dans un COP à 500, on a beau faire toute la sensibilisation qu'on veut, s'il y en a un jour qui est mal luné ou qui est rentré bourré dans le stade et puis qui fait, j'en sais rien, qui fait quelque chose d'interdit, ben voilà, c'est tout le travail fait en amont qui sera réduit à néant alors qu'on a sensibilisé, qu'on a pris contact avec ces groupes de supporters, pardon. Donc c'est compliqué à mettre en place. Moi, par contre, une des pistes que je vois, alors je ne parle pas en connaissance de cause parce que je ne sais pas combien il y a d'argent qui est investi dans la sécurité, mais c'est de renforcer la sécurité. Vous avez parlé de ces Robocop en Italie, où on a le cas en Angleterre avec ces cavaliers, ces énormes chevaux qui font peur à tout le monde quand on sort des stades. Je crois que ça refroidirait pas mal de monde s'il y avait... Après, ça coûte. Et là, on arrive au problème de qui voilà. paye. Qui paye? Est-ce que c'est au club de payer, justement, ces frais de sécurité supplémentaires, ou bien est-ce que c'est à la collectivité publique? Puis là, on entend quand même souvent les politiques dire, justement, non, c'est pas à nous, collectivité publique, d'assumer des frais supplémentaires encore de sécurité pour assurer, justement, la bonne tenue du match. Là, voilà, on se renvoie la balle. Et on ne sait pas qui va devoir assumer justement ces coûts supplémentaires. Bon, en tout cas, l'idée est lancée. Alors effectivement, à la fermeture, c'est, on va dire, la sanction extrême qui est brandie là. Les clubs seront concertés. La feuille blanche de la Ligue avec le soutien et la collaboration et les idées des clubs va faire son chemin. On nous a promis qu'à ce moment-là, eh bien, on en saurait un peu plus et que le dossier serait publiquement communiqué. Voilà les informations qui sont en notre possession. Donc, affaire à suivre, comme l'on dit, en la matière et en l'état de l'avancement de ce dossier. Voilà pour le côté un peu tribune. Je vous propose de retourner sur le terrain de jeu, le prêt, avec le Servette FC et Lausanne. Aujourd'hui, Servette était en déplacement à l'extrémité sud de notre pays et y a vécu un 6e match sans connaître la victoire, 4 défaites et 2 matchs nuls. Là, au milieu, s'est glissé une élimination peu glorieuse sur la pelouse de Thun en coupe cette semaine. Servette qui est en véritable chute libre, qui n'a plus gagné depuis le 12 septembre en championnat. Votre lecture de la situation vécue actuellement par les Grenats? Pour moi, je vois un collectif qui stagne, un collectif un petit peu vieillissant, qui s'est basé sur ses forces vives de ces dernières années, à savoir des joueurs en défense très, très expérimentés, très performants aussi, qui s'est basé aussi sur des attaquants, en tout cas Stevanovic, capable de faire la différence. Mais Stevanovic ne peut pas faire des différences et compenser tout à chaque fois. Et pour moi, il faut rajeunir cet effectif. Alors certes, ça passe par les jeunes de l'académie, mais il faut aussi recruter malin, recruter comme le faisait, c'est facile à dire, hein, le faisait M. Bonneau. Et en l'occurrence, là, les transferts qui ont été faits plus récemment ont peut-être un peu moins porté leurs fruits. Et il faut un nouveau cycle à Servette. Ça devient compliqué, honnêtement. Le mot usure est sous-entendu dans les propos de Jérémy. Vous pouvez souscrire, Mike? Oui, clairement, parce que il y a aussi le mot cycle qu'a utilisé Jérémy, qu'on utilise régulièrement dans le foot. Alain Gaillard, ça fait un moment qu'il est là. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut le virer. Je me dis, voilà, est-ce que finalement, on n'arrive pas gentiment au bout du système Alain Gaillard parce que voilà, les joueurs en ont peut-être aussi marre. Vous savez, quand vous avez un entraîneur, le même entraîneur pendant un certain nombre d'années, qui est très exigeant, qui vous demande beaucoup et qui vous use, mais alors là, dans le sens vraiment fatigue, parce qu'il vous fait beaucoup jouer, au bout d'un moment, malgré toute votre bonne volonté, vous n'y arrivez plus. Après, voilà, des crises, des moments un peu de moins bien, chaque club en connaît. Là, on se fait caler sur Servette parce que 6 matchs sans victoire, 4 défaites même. Les 4 derniers matchs de championnat, ce sont 4 défaites. Il y a cette élimination en coupe qui fait aussi un peu tâche, parce que c'est quand même une grosse casquette qu'ils ont pris à Thun. Voilà, il reste un match avant la pause. Je me dis qu'on va se laisser le temps à Genève d'attendre ce match avant la pause. S'il se passe mal, là peut-être qu'effectivement, il faudra commencer à vraiment, vraiment s'inquiéter pour Servette. Vous n'avez pas connu de phase comparable
en jouant à IB, mais vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez eu cette relégation avec Getse, donc vous avez connu cette période où les résultats ne s'enchaînent pas. Comment on vit ça dans un vestiaire? Comment on essaye de s'en sortir sans se réfugier toujours derrière l'entraîneur ou le discours de l'entraîneur? Ben, je pense, en premier, il faut se dire les choses qui ne vont pas. Et puis, il faut parler entre les équipes, entre les joueurs, il faut parler. Et puis, il faut trouver les solutions. Il faut commencer à refaire les choses simples. Il faut les faire correctes. Et puis après, voilà, il faut devenir un groupe. Il faut se battre l'un pour l'autre. Et puis, normalement, si ça, déjà, ça joue mieux, on peut aller décrocher des résultats en se battant à 100%. Parce qu'on a l'impression justement que, on le voit, dernier centre, déviation, ça atterrit dans les pieds d'un adversaire. Ces spirales, elles vous prennent encore 2 fois plus d'énergie. Ouais, c'est compliqué. Après, ces petits détails qui se liguent contre vous. Ouais, il suffit de peu. Et en plus, Servette n'a pas fait un mauvais match aujourd'hui. Simplement, c'est des petits détails qui penchaient peut-être auparavant pour eux, qui en ce moment et depuis quelques matchs penchent en leur défaveur. Comme l'a dit Cédric, pour moi, il faut vraiment se responsabiliser, il faut balayer devant sa porte et il faut être... faut se regarder devant la glace et puis dire qu'est-ce que je peux faire pour l'équipe, qu'est-ce que je peux faire de mieux, plutôt qu'aller chercher l'erreur chez le copain ou aller chercher l'erreur chez l'entraîneur. Alors certes, il ne fait pas tout faux, il ne fait pas tout juste, mais... Et après, il y a quand même cette gestion de l'effectif, moi, à Servette, qui me chagrine, avec cette gestion des jeunes joueurs qui est un peu... qui est un thème depuis des années à Servette. Et quand on voit à la fin du match que c'est Niakossi Rodelin qui finit en double pivot devant la défense, un ailier et puis un défenseur, on se pose des questions quand même, parce que je crois que Servette n'a pas le moins bon effectif de la Ligue, et finalement, c'est pas très... tactiquement, il y a mieux à faire quand même. Je vous ai senti en regardant ce match aussi, un peu là, comme dans l'enchaînement, perplexe. Parce qu'on regardait ce match et on se disait, ça va tourner pour Lugano. Oui, comme si on le sentait, et pourtant on est à quoi, 300 km du stade. Parce que tous ces petits éléments qu'on relève depuis quelques temps, voilà, là ils sont révélés, ils sortent au grand jour quand la spirale elle devient négative. Le manque d'efficacité devant, il leur faut un nombre incalculable d'occasions pour marquer un but. C'est pas nouveau. Derrière, effectivement, on n'est pas aussi strict que l'année de la promotion. La première saison, Dieu sait ce qu'on avait mis en avant, cette défense de Servette qui était incroyable. Ça s'est effrité déjà un tout petit peu la saison dernière. Cette saison, ça prend un peu l'eau de partout. Et c'est incroyable de voir une équipe qui, finalement, est la seule à avoir battu Young Boys la saison dernière, par exemple. Et c'est un peu votre bête noire, d'ailleurs, Servette. Mais vous êtes bien rattrapé cette saison déjà en allant là-bas. Mais... C'est une équipe qui est joueuse, qu'on aime voir jouer, qui est sympa à suivre et tout ce qu'on veut. Puis là, on est un peu exactement ça, perplexe de se dire, où est-ce qu'ils vont aller maintenant chercher la solution, où est-ce qu'ils vont aller la trouver, en espérant qu'ils la trouvent, pour se ressaisir et puis rebondir le week-end prochain déjà. Contre Zurich, vous en parliez de ce match à venir avant la trêve internationale. Et paradoxalement, messieurs, en regardant le classement actuel de Raiffeisen Super League... Ils ont changé de banque. De Crédit Suisse Super League. Ils ont déplacé les comptes. Effectivement. Celle-là, on va la mettre bien au chaud, mais ça ne change quand même pas la lecture du classement qu'on voulait vous faire. Parce que regardez, Servette, malgré ses 6 matchs, reste calé là à mi-classement. Et par contre, la transition est toute trouvée pour parler un instant du Lausanne Sport qui livre de belles prestations. Pas très bien payé la semaine dernière chez vous, face à IB. Mais des matchs nuls qui n'arrangent pas non plus les affaires des Lausannois aujourd'hui face à Lucerne. Un match que vous avez suivi en notre compagnie. Là aussi, des détails et un manque de réalisme qui se paye cash au final. Ouais, je pense qu'ils ont fait un bon match pour finir, mais ils en sortent avec un match nul et puis ça leur sert à rien, quoi. Donc ils ont eu la possibilité de marquer le deuxième but, ils l'ont pas mis et puis après ils encaissent un but trop facile et puis voilà. T'es là avec le match nul, t'as un point et puis t'arrives pas à sortir du bas du classement comme ça, quoi. Alors un match nul qui n'arrange personne entre Lausanne et Lucerne, mais au final qui laisse tout de même les Lausannois en contact.
T'as moindre mal. Oui, bien sûr. Ils ont limité la casse, mais aujourd'hui, il y avait de quoi faire largement mieux. Quand on mène assez tôt dans la rencontre, que Ouattara a cette possibilité de doubler la mise, on aurait pu imaginer un scénario comme contre Getse où ils gagnent très tôt 2-0 et qui sont en gestion plus ou moins tout le reste de la partie. Il y a vraiment du mieux du côté du LS. Par contre, le problème qu'il y a, c'est que les jeunes équipes qui n'arrivent pas à capitaliser sur leurs bonnes performances et qui font qu'un point alors qu'elles devraient en gagner 3, c'est généralement les équipes qui tombent à la fin parce qu'il manque un point par-ci par-là. Donc il faudra quand même, peut-être en jouant moins bien, mais en faisant des victoires, gentiment recoller à la 7e ou à la 8e place. Ouais, parce que le mieux, ça ne suffit pas. Hein. Et la semaine dernière, cette défaite à IB, elle était terriblement frustrante. Et Dieu sait si Lausanne aurait mérité de gagner, de remporter au moins un point sur la pelouse du Wangdorf. Déjà aujourd'hui, c'était important de ne pas perdre, parce que sinon, alors là, ça aurait été dramatique au niveau du classement. Mais voilà, les 3 points devaient être dans l'escarcelle lausannoise, ce qui leur aurait permis de repasser devant Lucerne. Bah voilà, c'est un peu le statu quo, mais il va falloir aussi vite penser à gagner des matchs. Et donc on l'a vu, Lausanne à 2 points de Lucerne et à 4 points du FC Sion, du FC Saint-Gall et de Servette. Et comme à chaque week-end, des matchs confrontation directe qui vaudront leur pesant d'or. On y sera bel et bien présent. Tout comme nous serons présents cette semaine sur les pelouses européennes. Alors, Villarreal, Young Boys, c'est le menu qui attend vos coéquipiers. Malheureusement, vous allez rester aux soins encore quelques temps ici en Suisse. Cédric, le classement du groupe des Young Boys, où finalement ce premier match assez exceptionnel vécu contre Manchester, c'est poursuivi avec 2 revers, cinglant à l'Atalanta avec cette défaite 1-0, frustrante contre Villarreal. Dans quel état d'esprit est le groupe ? Je pense qu'il y a tout qui est ouvert, quoi. Il reste 3 matchs, des beaux matchs à jouer, et puis nous on va aller chercher le maximum, quoi. On veut faire un bon résultat à Villarreal, garder nos chances pour passer le tour. Mais après, c'est vrai qu'il y a une grande qualité à Villarreal et il faudra sortir un grand match pour aller chercher des points. Et puis, c'est comme ça qu'on va essayer de gagner quelque chose. Et il vous a manqué quoi, justement? Parce que ce début de match, il est extrêmement frustrant contre Villarreal. C'était quoi? Trop de respect? Pourtant, vous n'en avez pas montré trop contre Manchester. Ouais, je pense que les premières 15 minutes, on était un peu passifs. On a bien vu les 2 premiers goals qu'on prend. Normalement, en championnat, on ne les prend pas. Si on a un jour où on est bien. Après, justement, quand tu es en train de perdre 2-0, tu es obligé de faire un peu plus vers devant. Et puis, c'est ce qu'on a fait. On avait les occasions pour marquer déjà avant la mi-temps. Et puis, on n'a pas fait ça. Et puis après, voilà, si tu as 7 ou 8 grandes occasions pour marquer des goals, après, il ne faut pas te plaindre si tu ne les mets pas et puis si tu gagnes pas de points. C'est le haut niveau, IB qui est pas au mieux, hein, messieurs. Et en plus, avec Fon Balmos et Camara, ça a été confirmé aujourd'hui. Camara absent 4 et 6 semaines, donc sérieux coup dur pour l'arrière-garde, parce que Cédric Sessiger n'est toujours pas apte au service. Fabian Lustenberger aussi. À l'opposé de la pelouse, on a Jean-Pierre Nsamé aussi qui est absent. Ça commence à faire beaucoup. Oui, surtout que c'est des cadres qui sont absents. Cédric, Camara qui vient de se blesser, ça restait quand même la défense centrale en début d'épopée européenne qui avait très très bien fonctionné. Après voilà, ce sera peut-être le moyen de relancer en attendant le retour de Cédric, Jordan Lefort en tant que central gauche à côté de Sandro Loper. Les possibilités, elles existent du côté bernois. Ils ont un effectif quand même qui est taillé pour jouer sur plusieurs tableaux. Par contre, c'est clair, c'est peut-être pas les mêmes automatismes parce que c'est des joueurs qui n'ont pas forcément joué ensemble. Et puis, je crois que ce match-là qui vient contre Villarreal, c'est un match ultra important parce qu'il va permettre de voir un petit peu dans quelle direction les Bernois vont pour leurs 2 dernières journées. Parce que je crois que l'Atalanta et Manchester sont pour moi les 2 meilleures équipes du groupe. Et la 3e place se jouera justement entre Villarreal et IB.
La chance pour IB, c'est que Villarreal n'est pas au mieux non plus actuellement. Hein. IB est certes en difficulté, pas au top en championnat. C'est tellement rare de les voir perdre deux voilà. matchs de suite. Ça perdre dans la même semaine en coupe et en championnat, ça n'arrive pas souvent. Mais Villarreal, sur les 4 derniers matchs de championnat, c'est 1 nul et 3 défaites. Hein. Battu hier soir dans le derby face à Valence. Ils ont perdu contre Valence. Donc je ne sais pas si les têtes sont vraiment pleinement focalisées sur cette Ligue des Champions ou bien si la situation en championnat est un peu plus, les préoccupe un peu plus. Donc ce sera intéressant de voir effectivement avec quel état d'esprit. Même si hier on entendait après le match les interviews des joueurs qui disaient non, maintenant voilà, on se focalise maintenant sur le match de Ligue des Champions contre Young Boys. Le prochain match de championnat, il arrive dans une semaine, on a le temps de voir venir. Mais ouais, là, clairement, Villarreal, ils sont plus à essayer de ressortir la tête de l'eau en championnat plutôt que forcément pleinement se concentrer sur la Ligue des Champions. Et on fait de la projection futuriste. Vous pensez que David Wagner peut reconduire l'idée du 3 défenseurs centraux avec Burgui, avec Lefort, avec Lauper, ou il y a quelque chose qui va ressortir de ce match aller et vous allez peut-être plus jouer avec le système qui vous sied le mieux? Je pense que la défaite au match aller contre Villarreal, c'était pas à cause du système. C'était vraiment l'attitude des premières 15 minutes où on était un peu passif, on n'était pas très bien derrière, que c'est ça qui nous a amené à la défaite. Mais après, on a beaucoup joué à 3. Aussi, l'année passée, les matchs contre la Rome ou comme ça, où on a joué à 3, ça a très bien fonctionné. Donc, je pense qu'on peut jouer les 2 systèmes très bien. Et puis, moi aussi, je m'attends... Je sais pas à quoi m'attendre, parce que je suis pas allé avec l'équipe. Donc, je vais savoir comme vous, jour de match, comment ils vont jouer. On est impatient, mais est-ce que Jérémy Ibé doit se déplacer en Espagne pour jouer son jeu ou essayer de rectifier, comme le dit Cédric Sessiguer, ce qui a mal fonctionné, c'est-à-dire surtout l'attitude? Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre, parce qu'avec Bergame en match numéro 5 et un déplacement à Old Trafford en match numéro 6, c'est comme vous l'avez dit, c'est le tournoi à ne pas manquer. Je crois que vous avez tout dit, justement. Sachant qu'il y a Old Trafford qui se profile et puis que Bergame vient encore au Wankdorf, il va falloir justement aller pour gagner justement en Espagne, même si les troupes sont un petit peu entamées, qu'il y a des joueurs importants qui ne seront pas là, il faut y aller avec beaucoup d'ambition. C'est pas parce que IB traverse une passe un petit peu moins bonne qu'il faut aller là-bas pour essayer de faire match nul, parce que faire match nul à Villarreal, sachant qu'il y a Old Trafford bientôt, et puis que Bergame arrive encore au Wankdorf, c'est risqué. Hein. On peut pas tabler et puis capitaliser déjà d'avance, budgétiser 3 points à Old Trafford. Donc, il faut se mettre dans les meilleures conditions. Il faut aller... moi, je mettrais un 4-4-2 classique, comme ils le font d'habitude à Villarreal, avec des joueurs à leur poste. Il ne faut pas trop changer... ce qui a bien marché, en tout cas, durant pas les dernières semaines, mais auparavant. Et il faut aller avec le plein d'ambition en Espagne. Et on aura, malgré tout, un retour de Sessiguer et probablement un retour de Jean-Pierre Nsamé pour la venue de l'Atalanta, non? On peut tabler là-dessus, gentiment. C'est le but. C'est le but, hein? Exactement. C'est en tout cas tout le mal que l'on vous souhaite. Donc, Villarreal, Young Boys avec dispositif renforcé. Partez demain de bonne heure en compagnie de Stéphane Anchaud et de Daniel Romano. Exactement. Voilà pour nos équipes sur place. Un autre club que vous pourrez suivre cette semaine, comme tous les grands d'Europe. Mais si on s'arrête sur le cas particulier du FC Barcelone, c'est que c'est peut-être le seul qui est en situation plus que délicate, hein, parce qu'il doit encore jouer le Bayern. Alors son déplacement à Kiev cette semaine, là aussi, il ne va pas falloir le rater pour les Catalans. Non, il ne faut pas le rater. Enfin, c'est le virage à pas rater, sachant en plus qu'il y a le Bayern qui se profile, comme vous l'avez dit. Après, Benfica se déplace justement à Munich. On peut imaginer que le Bayern l'emporte. Et si justement le Barça l'emporte cette semaine, il serait de nouveau dans de bonnes conditions pour passer le groupe. Mais vu comme ils sont actuellement, parce que hier soir, match nul gagner à Kiev, match nul contre Alaves.
Aller jouer à Kiev, on sait que c'est jamais tellement simple, même si là, ça va, on n'est pas encore dans la mauvaise période de l'année, donc on ne sera pas sous la neige sur un terrain gelé. Mais tout autre résultat qu'une victoire pour le Barça, ça hypothèque sérieusement le passage en huitième de finale, parce que l'objectif du Barça, c'est pas de finir troisième, hein, c'est d'être dans les 2 premiers. Alors laissons la première place au Bayern, vous me direz. Mais clairement, le Barça, ils doivent finir parmi les 2 premiers. Donc ils doivent gagner à Kiev. Et là, ces temps, c'est dur pour les supporters du Barça. Pas simple. Avec Ronald Koeman qui, lui, a été remercié. Quel regard vous portez sur ce Barça d'après Lionel Messi? Vous arrivez à vous passionner pour le championnat espagnol? Ou c'est tout pour Anfield Road? Moi, c'est plutôt côté Real Madrid. Donc, donc vous êtes plutôt heureux. Il est content. Plutôt heureux actuellement. Ça ne me dérange pas. Il a gagné le Classico la semaine dernière, tout va bien. Voilà, c'est plutôt ma sœur et son copain qui ont plus de peine avec le Barça maintenant. Mais voilà, depuis le départ de Messi, ils ont un peu de peine. C'est vrai qu'il manque même avant. Même avant, mais encore plus maintenant avec le départ. Donc, c'est une phase compliquée avec tout ce qu'on lit autour. Les chiffres astronomiques, les dettes qui s'accumulent. C'est pas facile. Barcelone 9e à 8 points du podium. Ok, il y a des soucis, mais ça fait quand même un peu de tâche, non? En tout cas, pour moi, qui suis encore relativement jeune, j'ose le dire, c'est quasiment du jamais vu. Moi, j'étais habitué à un Barça qui est ultra performant, qui se battait avec le Real pour le titre chaque année, pour la Ligue des Champions chaque année. Mais pour moi, le grand virage qu'a pris le Barça, c'est lorsqu'ils ont arrêté de miser peut-être prioritairement sur leurs jeunes de la Cantera, mais plutôt qu'ils ont commencé à acheter Dembélé pour 180 millions, ou qu'ils ont pris Griezmann pour des sommes astronomiques, alors qu'on sait très bien, l'ADN du Barça, c'est de miser sur des joueurs formés au club, qui sont accompagnés de stars mondiales. Et là, en l'occurrence, réinvestir l'argent qu'ils avaient obtenu pour Neymar, par exemple, ça a été le début de la fin. Le Covid a fait mal à tous les grands d'Europe, mais est-ce que finalement, c'est pas un club comme le Barça qui en est la principale victime? Parce qu'avec la mise au grand jour des excès, on va dire, des prédécesseurs de Laporta. Alors, on parlait de cycle tout à l'heure pour Servette. Je pense qu'on est clairement aussi dans cette même situation pour le Barça, parce que on a mis de côté la Masia, effectivement. On sait que ça prend un petit peu de temps pour que ça revienne. Alors là, il y a 2-3 jeunes qui pointent le bout de leur nez. Il y a évidemment Ansu Fati. Il y a ce Gavi qu'on découvre aussi cette saison. Pedri, c'est pas un jeune de la Masia, hein, parce que souvent on pense il a un nom un peu à consonance basque et on se dit ah ouais, ils ont sorti. Non, et c'est un joueur qui vient des Canaries, qui sont allés chercher jeunes, c'est vrai, mais qui est pas un pur produit de la Masia. Donc il y a quelques lueurs d'espoir. Mais ça prend encore un petit peu de temps, ça ne va pas se faire comme ça. Et puis l'année prochaine, c'est bon, c'est reparti comme en 40. Donc il faudra s'habituer à avoir le Barça peut-être un petit peu en deçà pendant une ou deux saisons. Et puis on les retrouvera aux avant-postes très certainement. Messieurs, quand même juste un dernier mot sur intérim actuel. On met Sergi sur le banc, entraîneur de la réserve, dans le seul espoir de pouvoir libérer assez rapidement Xavi. Là aussi, on ne peut pas avoir un coup d'avance quand on est dirigeant du Barça. Ça serait l'idéal, mais ce n'est pas toujours possible. Par contre, si ça s'avère, Xavi, ça reste une bonne idée. On parlait d'identité, on parlait d'ADN. C'est quelqu'un qui a eu d'énormes succès au club, et ça serait peut-être un moyen d'initier justement un nouveau cycle et de remettre des bases saines, et puis d'arrêter avec ces investissements et ces dettes colossales qui plombent le club quand même depuis plusieurs années. Moi, je crois qu'il est annoncé par les médias espagnols. Les médias espagnols, ça avance toujours beaucoup en même temps. Donc, des fois, ils devancent l'information. Je crois que Neymar va signer demain aussi. Ça, je crois que c'est... Donc, moi, je mettrais quand même encore un peu de conditionnel et des pincettes, parce que je ne suis pas sûr que le club entraîné actuellement par Xavi soit prêt à le laisser partir comme ça. Ils ne vont pas faire de cadeau au Barça, donc voilà, on verra. Mais c'est clair, ce serait une bonne solution. On sait que les entraîneurs du Barça qui ont eu du succès, qui ont amené du succès, c'était souvent des anciens joueurs légendaires.
Alors, Ronald Koeman est peut-être l'exception du coup qui confirme la règle, mais voilà, Johan Cruyff, Pep Guardiola, peut-être Xavi, on sera dans cette lignée. Le Barça en difficulté à suivre cette semaine comme tous les grands d'Europe. Puisque je vous ai sous la main, Cédric, je crois connaître la réponse, mais votre favori pour cette Ligue des Champions, même si on le sait, hein, c'est la forme du printemps qui va probablement conditionner les équipes qui iront au bout. Un favori de cœur, j'imagine, vous l'avez dit en ouverture d'émission, hein, on aura compris, Liverpool. Liverpool, mais après, voilà, c'est un peu toujours les mêmes équipes chaque année. Donc après, j'espère que le Real, ils vont refaire quelque chose de bien aussi. Et dans votre groupe, vous pensez qu'il y a un prétendant qui pourrait faire un bon bout de chemin pour les avoir vus les trois évoluer actuellement? Young Boys. Non. Alors, je pense que tout le monde est preneur, y compris le coefficient. Ce serait pas trop mal, hein, pour le coefficient UEFA. Ouais, ça serait bien, mais voilà, après l'Atalanta, je pense les 2 années dernières, ils ont fait des bons chemins. Donc je pense que eux, c'est l'équipe dans notre groupe qui peut aller le plus loin. C'est celle qui vous a le plus impressionné? Exactement. Des trois. Bon. Jérémy aussi, de partager cet avis. L'Atalanta est peut-être l'équipe la mieux armée du groupe de IB pour faire un bout de chemin. Alors non, la mieux armée, ça reste Manchester United. Par contre, la plus performante, c'est peut-être l'Atalanta, effectivement. La mieux armée sur le papier, parce que bon, ils ont bien réagi ce week-end. Hein, là aussi, on parlait d'entraîneurs mis en difficulté avec Solskjaer. Victoire 3-0 de Manchester sur la pelouse de Tottenham. Voilà, messieurs, je vous propose de se quitter sur les pronostics de Cédric Cessiguer. On va vous souhaiter que du positif pour la suite. Continuez d'être aussi joyeux lors des interviews d'après-match, malgré les questions pas toujours très futiles de mes confrères. Et pourtant, on y travaille. Hein. On y travaille, hein, on fait que ça. On vous le promet, Jérémy, hein, parce qu'on sait aussi que là, c'est une petite pierre dans notre jardin que vous nous glissez. On vous remercie de votre fidélité. Voilà, le football se met en toute petite pause parce qu'on revient déjà mardi. On a un match plutôt important à suivre en compagnie de nos consultants et notre équipe qui sera sur place. Merci aux équipes techniques. Allez, prenez soin de vous. On revient très vite. Bonne fin de soirée. Salut.